Gateway Podcast. Donc, bonjour à tous, bienvenue au 27e épisode du Gateway Podcast, le podcast qui nous permet d'apprendre à connaître les personnages de la communauté StarCraft et leur parcours avec le jeu. C'est un podcast de style 1 à 1 où j'ai préparé quelques questions fixes, mais bien sûr les sujets sont grands ouverts et on peut parler de tout et de rien. Je suis votre hôte Necro et aujourd'hui j'ai avec moi un joueur Protoss québécois que l'on voit assez souvent stream justement ces fameux Team Games avec Pit. C'est un de nos rares joueurs Masters 1, c'est Freak. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va super bien également. Par contre, j'ai eu un rêve fucking weird tantôt parce que je me suis levé à genre 5 heures, puis j'ai rêvé que j'étais en train de streamer, puis que je me suis endormi sur mon stream, puis que les gens ils me regardaient dormir pendant comme 8 heures. Oh my god, que c'était freakant. What the fuck, dude? Oh ouais! Là, je me suis... Mécanique a fait ça il y a 2 semaines, hein? Je sais pas si Ah ouais? t'as été là pour son stream de 24 heures. Oh, il a tombé endormi. Ben, en fait, c'était inclus, genre, il a fait comme, ah, guys, je vais mettre des vidéos, puis je vais mettre un film, puis je vais aller me coucher, faire une sieste, je vais revenir, genre, puis il laissait sa caméra ouverte. Oh my god. What? Genre ça... Oh shit, alright. Non, mais ça, c'était... Puis, je te niaise pas, quand je me suis réveillé, je suis allé checker dans mes VODs pour voir si c'était vraiment arrivé ou pas. Oh wow. Des fois, tu peux pas savoir. Pour de vrai, les rêves et la réalité, c'est comme... C'est tellement mélangeant, là. 10 minutes Oui. après que t'es réveillé, c'est clair, là, mais comme, oh my god, entre les deux, là, tu sais pas qu'est-ce qui est réel, là. C'est fucked up. Surtout quand tu sors, je sais pas pour toi, là, mais moi, je fais des rêves lucides. Fait que je suis conscient pendant mes rêves. Mhm. Fait que quand je me réveille, puis genre, je viens juste de me réveiller, justement, genre, je suis méga mélangé, je comprends plus rien. Là, 30 secondes, je suis en train de jouer au hockey. Là, je suis dans mon lit. Yeah. Comme, Yeah. qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que j'ai comme pris une sieste puis j'étais en train de jouer au hockey avant, puis là, je me suis viens de me réveiller de ma sieste? What the fuck? Ouais. Ouais. Oh my god, c'est fucking weird. Anyway. Donc, c'est un podcast, bien sûr, de StarCraft en général. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu comment t'es arrivé à StarCraft? C'est quoi tes premiers débuts, genre, à ça? Mes premiers débuts, Ouais. quand j'avais 4 ans, Ouh. ça, on va reculer loin, là. Ouh, ok, let's go. Mon père, c'est un passionné d'électronique dans le temps, fait que tu sais, on a tout le temps eu un ordinateur, quoi que ce soit. Mhm. Mais il a jamais voulu me le montrer. Fait que tu sais, j'avais 2 ans, je le niaisais pour qu'il me montre, 3 ans, je niaise pour qu'il me montre, il veut Mhm. pas. Rendu à 4 ans, il a dit, check, t'as le droit de jouer à l'ordi, mais faut que tu l'allumes toi-même, puis faut que tu startes ton jeu toi-même. J'ai 4 ans, Ouais. je sais pas lire, je sais pas écrire, Hmm. je sais à peine parler. Il faut que... Fait que c'est un beau petit challenge. J'allais dire, il faut que tu prouves que t'as assez de IQ pour ouvrir l'ordinateur puis ouvrir le jeu, puis ensuite, Ouais. t'as le droit de jouer au jeu, ouais. Puis ces ordi-là, là, là, je te parle de 1993-1994, là, c'est pas un beau Mhm. petit Windows 95 avec une interface, là, c'est du DOS. Oh shit, ok, ouais. Fait que je comprenais rien, mais finalement, tu sais, à force de comme littéralement smasher sur tous les boutons, Mhm. il y a un jeu qui s'appelle Command and Conquer qui est ouvert. Mhm. Fait que petit coup de chance, fait que j'avais appris genre tranquillement comment réouvrir ce jeu-là, genre sur quoi fallait que je pèse pour que ça marche. C'est la Juste... seule affaire que je savais faire sur son Oh ordi. my god, juste Puis ça, ouvrir le c'était- jeu. Tabarouette. Ouais. Puis ça, c'était pendant l'été, fait que tu sais, un petit peu tout l'été, j'ai eu le droit de. Bon, dès que mon père, la règle c'était si mes parents sont pas là, puis je suis obligé de rester à l'intérieur, Mhm. je me faisais garder par ma grande sœur, Mhm. ben j'avais le droit de gamer autant que je voulais, Mhm. mais fallait que je m'arrange moi-même, fait que je me suis mis Command and Conquer, puis après ça, l'amour de RTS est arrivé. Je les ai toutes faites un après l'autre, là. J'étais un méga passionné de RTS. Ce Mhm. qui m'a amené à StarCraft, ben, je pense que ça a été un petit peu tout eu. La piqûre rendue au primaire là, avec Brood War qui est sorti. Là, je voyais tous mes amis jouer, puis j'étais comme je vais essayer. Mhm. Puis ainsi a commencé mon amour pour StarCraft Mhm. jusqu'à StarCraft 2. For sure. Dans le fond, en fait, le premier jeu que t'as jamais joué, c'était-tu Command and Conquer? Genre jeu vidéo? En fait, c'était Doom. Ok, ok, Le ouais, tout c'est premier, c'était Doom. C'est mon père qui m'avait montré ça parce qu'il Mhm. pensait que c'était approprié pour un enfant de 3 ans. Oh yeah, absolument. Mais oui, le deuxième jeu que j'ai joué, Mhm. ouais, ça a pas mal fait Doom, Command and Conquer, Warcraft, Red Alert, Command and Conquer, genre selon les lancements, là, Mhm. mais comme pendant quasiment les 10 années suivantes, 15 années suivantes, c'était une alternance entre StarCraft, Warcraft, Command and Conquer, Mhm. puis la série Stronghold, si jamais tu connais. Oh non, je connais pas. C'est-tu un RTS aussi ou? Ouais, c'est un RTS médiéval. Mhm. En fait, Stronghold, petite anecdote, c'est le premier jeu compétitif que j'ai joué.
Dans le fond, c'est un jeu qui ressemble énormément à StarCraft, vraiment énormément, dans le sens où tu développes une économie, tu as une certaine production. Une économie beaucoup plus complexe, par exemple. Fait que tu vas avoir une dizaine, douzaine de ressources, de types de ressources, de Ouais. nourriture, de la roche, de la pierre, du fer, du bois. Mhm. Tu vas pouvoir produire différents types d'armes. Puis le but, comme un 1v1 à StarCraft, le but c'est de outpower ton adversaire au travers de ton économie, ta gestion de la map. Mhm. Puis tout ça dans un univers médiéval croisade. Mhm. Fait que t'es avec les Templiers, puis Lionheart, puis compagnie, là. Nice. C'est que là, en fait, on a un peu touché aux trois genres, je te dirais, dans les settings. T'as le setting un petit peu science-fiction, qui est StarCraft. T'as le setting, tu sais, Warcraft, qui est très fantasy. Puis t'as le setting aussi un petit peu historique, tu sais, médiéval et tout. C'est quel setting que t'aimes le plus dans les RTS, selon toi, genre? Médiéval. Médiéval? Médiéval. C'est une époque qui me passionne. Mhm. J'aime la complexité des armées. Mhm. Parce que, tu sais, pour reprendre le classique du troll de StarCraft, tu pourrais faire juste des Colossus puis ça marcherait. Dans un combat médiéval, il te faut tout. Il te faut littéralement tout. En plus que l'époque médiévale, c'est quelque chose qui m'a passionné. J'étais un grand passionné d'histoire. Mhm. Fait que, tu sais, je suis du genre à ouvrir un livre d'histoire sur l'époque médiévale juste pour le fun. Fait que d'arriver d'avoir l'occasion de développer genre des sims dans ce style-là, moi ça me fait triper, là. For sure. Dans le fond, t'as-tu joué au genre Total War puis au Age of Empires, toi? Oui. Oui, tous. Ben, Tous, c'est tous, tous. juste t'as juste tout joué à toutes les RTS, en fond. Pendant un grand bout, oui. Parce que durant l'année scolaire, j'étais comme un kid comme tous les autres, là. Je faisais du sport, j'allais à l'école, puis pas le droit à plus qu'une heure d'ordi par semaine, puis tu sais, j'étais super restricté. Ouf, ok, ouais. Ouais. Yeah. J'avais vraiment pas le droit, mais nous, je jouais au hockey, au football, j'avais pas vraiment le temps non plus. Mais l'été, mes parents partaient 2 à 3 mois en vacances. Tous les étés. Fait que je me ramassais à gamer facilement 16 heures par jour, là. Très facilement. Oh yeah, juste non-stop. Pendant comme 2 Ouais, mois. je me levais, je déjeunais, dînais, soupais devant l'ordi, je faisais juste gamer à longueur de journée. Puis c'est pas long, là. Tu sais, quand t'embarques dans un jeu, surtout en RTS, 30-40 heures, tu commences à, sans nécessairement dire que tu as fait le tour, tu commences à avoir une bonne maîtrise du jeu. Ben, c'est 2 jours. Fait que tu pouvais passer 2-3 jeux par semaine. Fait que ça va assez vite, là, les civilisations et compagnie. Là. Et Total War, je me souviens, j'ai joué littéralement au premier. Je sais pas si tu connais Shogun Total War. Shogun? Le tout premier. Ça, c'est le premier? En fait, c'est le premier jouable. Il y a eu quelques portages après, là, avant. Ouais. Mon ami, son préféré, c'était Rome Total War. Après ça, oui. Et après ça, il y a eu Shogun Total War. Me semble que c'est vrai que tous les autres étaient super glitchy. Puis éventuellement, t'as eu Shogun 2, puis etc. Ouais. Puis mon grand favori, là, celui qui m'a fait tomber en amour avec la série Total War, c'était Medieval. Là. Medieval Total War. Même encore aujourd'hui, il y a bien du monde qui dit que c'est un des meilleurs. Ouais, attends, c'était. Me semble qu'il y en avait un qui était vraiment bon, puis l'autre qui était vraiment pas bon. C'est-tu Medieval 2? C'est Medieval 1 qui était bon ou? Ben, sur le coup, Medieval 1 était incroyable. Mais après coup, aujourd'hui, tu irais rejouer à Medieval 1, tu trouverais ça vraiment horrible. Dans le 2 par exemple, a super bien vieilli. Beaucoup moins de glitch, beaucoup moins de bugs. Mais le 1, c'était une révolution en tant que tel. Fait que, avec la rétrospective, t'es comme il était pas si bon que ça. Mais quand il est sorti, c'était le jeu, là. Tout le monde trippait. Oh yeah, for sure. Je suis surpris que ces jeux-là ont pas blow up plus dans la scène compétitive. Parce qu'il me semble que c'est l'espèce de l'alternative au RTS où c'est très stratégique, mais c'est très genre. Je dirais pas. Genre entre guillemets réaliste où t'as déjà toute ton armée. C'est juste une question de positionnement, ce que tu choisis ou comment tu veux faire les choses. C'est méga positionnel, genre. Ouais, je suis surpris que ça n'a pas plus explosé dans la scène compétitive, ces types de jeux-là en tout cas. Peut-être parce que c'est pas assez dynamique. Tu sais, un fight de Total War, par exemple, on a fait des in-house team games là pas longtemps sur le Discord. Puis entre autres, c'était avec Enzo Asia puis Pit. Puis, tu sais, c'est super le fun, mais un combat, ça nous prenait 25-30 minutes. Oh ouais. Le combat, là.
Puis on n'est pas des pros, on n'allait pas genre avec le méga positionnement de la mort pour essayer de faire les plus beaux concaves. Fait qu'imagine des pros qui se mettent là-dedans. Je pense que la game durerait 1 heure et demie. Genre, Ouais. ça serait trop long. Ben, là. c'est ça, parce que plus tu maîtrises un jeu, moins les gens ils vont mourir early, puis plus ça va Mhm. devenir des super longs games. Puis en plus, Ouais. je suis pas sûr si ça se joue en real time ou si ça joue comme à genre times 2 speed ou en faster. Toutes les options sont là. Tu peux aller Ouais. jusqu'en. Je sais Mais pas comme en si c'est 1v1, x4, x8, je sais que tu peux le faire quand t'es comme contre un ordi et tout, mais quand c'est comme en Mhm. 1v1, est-ce que tu peux genre Tu slow peux le down, ou définir ça au va être début en du real combat. time? C'est Ah, c'est ok, une option dans les paramètres. ouais, ouais, ouais. Fait que avant de rentrer, un petit peu comme. En fait, totalement comme StarCraft, right? Quand tu rentres dans une custom, tu peux set game speed. Mhm, Ouais, c'est exactement le même système si tu veux. Mais mhm. c'est juste qu'une fois que c'est starté, tu Mais peux plus, c'est tu peux ça. plus le changer. Mais il n'y a pas de standard pour comme la vitesse. En genre en V1. Ben, I guess, c'est ça. Tu sais, je demande un standard, mais comme en même temps, il n'y a pas eu tant de scènes méga compétitifs que ça, right? En termes de. Mais c'est pas ça. j'ai jamais Il y en regardé, a pas sincèrement. vraiment. Je regarde 2 streamers de Total War, puis c'est parce Mhm. qu'ils streament aussi StarCraft. Oh ouais, ouais, ça va. Je sais pas si tu connais Tekel, là, mais c'est un méga fan de Total War. Là. Il tripe sur Total War Warhammer, qui est l'opus Mhm. fantastique de la série. Ouais, ouais, oh, ouais, en plus, avant que ça s'est sorti, tu sais, mon ami qui adorait Rome Total War, je lui disais comme, ce serait tellement cool s'il y avait une version genre Warhammer ou de quoi de même, ou comme Ouais. Fantasy de Total War. Me semble que je rentrais full dedans. Puis là, c'est sorti, puis j'ai jamais joué au jeu anyway. Parce que. Il était vraiment bon. Oh yeah, sûrement. T'as toutes les unités classiques des Warhammer, puis c'était Mm. à la demande populaire des fans de la série. Comme Mm. j'ai l'impression que les deux séries se partagent beaucoup de joueurs, beaucoup de fans, tu sais, puis Mhm. ça va chercher les mêmes types les mêmes les mêmes feelings, les mêmes types de joueurs. Je pense que c'était une bonne affaire pour eux. Ouais. Je sais pas si Warhammer puis Warcraft c'est une coïncidence, mais peut-être que non, peut-être que oui. J'avoue que j'avais jamais pensé. Ouais. Mais ben, parlons justement de Warhammer Total War, puis juste Warhammer en général. Je viens de penser, mais justement, c'est aujourd'hui c'est l'anniversaire du décès de In Control aujourd'hui. Je suis pas sûr si t'étais un grand fan de lui aujourd'hui. Je m'attendais Oui, pas à peut-être parler de ça, mais. Je savais pas que c'était aujourd'hui, mais Hmm. oui, j'écoutais In Control de manière Oh religieuse my god. dans tous ses shows et C'est son tellement stream. C'est lui qui m'a fait découvrir beaucoup de side games. Genre, tu sais, exemple, Mhm. je sais pas, vers la fin, il streamait beaucoup du Dawn of War, Dawn Mhm. of War 2, Warhammer, Total War, Ouais, justement. c'est ça. Il était tellement un gros fan de Warhammer. Je pense qu'il jouait même à Warhammer compétitivement, genre à ce point-là, tu sais. Ben, ça, je sais pas, mais je sais qu'il avait mis. Il y a une année, il y a un des streams que j'avais vu, il nous avait montré toutes ses figurines qu'il avait, puis sa Yeah. collection. Oh yeah. C'était énorme, là. Énorme. C'était énorme. Yeah. J'avais jamais vu une aussi grosse collection que ça. Euh, c'est le genre de personnage que quand tu y repenses, t'as une petite larme puis t'as un sourire. Oh yeah. Parce que t'es triste qu'il soit parti, mais de l'autre côté, il te rappelle tellement des beaux souvenirs comme créateur, comme personne. Mhm. Je me souviens, je l'avais rencontré une fois en personne. Tu sais, c'est vraiment l'interaction de comme 30 secondes, une minute du classique de il y a autre chose à faire que de parler à un nerd geek fan. Ouais, juste Puis Arnold il Nerd. avait été tellement sympathique. Mhm. Puis il m'avait recroisé plus tard, il se souvenait de mon nom. À la Mhm. fin de la journée, là, il se souvenait de mon nom. Mhm. Puis il me dit oh ouais, ajoute-moi sur StarCraft, on va faire des games ensemble. Puis j'ajoute genre une semaine plus tard en me disant genre il va me refuser. Il m'a accepté direct. On est What? parti, on a fait 5 heures de ladder ensemble. What the fuck? Le Genre gars, de- là, quand je Tu te veux dire dis de un 2v2 grand de quoi cœur, ou? c'était du 2v2, ouais. Oh, On yeah, s'est amusé. What the fuck? Le J'avais gars, il tellement pas était ça idée. incroyable. My god. Yeah. Il y avait... Non seulement il y avait une passion pour StarCraft, mais il y avait tellement genre de passion juste pour tout ce qu'il faisait genre dans la vie. C'était... Oui. Ouais. Il allait à fond à tout. C'était genre what the fuck. Puis il avait un grand cœur. Moi, Oh, yeah. c'est son cœur que je vais me Hmm. souvenir tout le temps. Il y en a C'était- il y en a pour beaucoup, même Tristan justement, il était un petit peu intimidant parce que sa personnalité est tellement franche, genre, puis juste tellement en Oui. avant, que pour certaines personnes, ça l'intimide aussi. Aussi le fait qu'il pouvait bencher comme 6 personnes en même temps. C'est, ça aidait pas. Oui. Euh, C'est quand même une certaine ironie, hein. Quand tu penses à l'image du geek standard, tu vois le petit gars frêle qui cherche jamais chez eux, puis là, t'as soudainement le gros bodybuilder compétitif olympique quasiment qui arrive dans la scène, t'es comme, what? what? Ouais. Yeah. Mais ouais, c'est ça, ça m'a fait penser à lui justement Warhammer, parce que je me rappelle, j'avais vu sa collection aussi, puis des fois il faisait des streams de Warhammer, puis il expliquait plein de choses, puis c'est comme, oh Oui. shit, j'avais tellement pas que t'avais une passion aussi grosse pour comme Warhammer. C'était quand même quelque chose, yeah, for sure. Oui.
Pour ce qui est des autres jeux, est-ce qu'il y a d'autres types de jeux que t'aimais à part les RTS? On dirait que c'était quand même une grosse partie. C'est sûr que quand ça a commencé avec Command & Conquer, ça fait juste se développer cette passion-là. Mais est-ce qu'il y avait Oui. d'autres jeux ou des consoles auxquelles tu jouais? Pas vraiment, non. Hmm. J'ai joué, en- j'ai joué à pas mal beaucoup de jeux, mais on dirait que je retournais tout le temps. Je retombais tout le temps soit sur les Civ-like Mhm. ou des RTS direct. Mhm. Tu sais, j'ai joué à Wolfenstein, toutes les Call of Duty avant le 4. Mhm. Mais à la seconde, c'est à passer d'être des jeux avec des histoires pour être des jeux de multiplayer, un petit peu comme qu'on connaît COD aujourd'hui. Ouais. J'ai perdu complètement mon intérêt. En fait, j'ai jamais, même encore aujourd'hui, je joue à aucun FPS ou presque qui n'a pas d'histoire. Là, je vais passer l'histoire. Par exemple, je vais pogner Battlefield 4, je vais passer l'histoire, je vais fermer le jeu, je vais le désinstaller. Ouais, c'est ça, je veux dire, il y a juste certains types de jeux comme, tu sais, tu joues parce que l'histoire est super bien construite, c'est continuellement du nouveau, puis tu passes à travers, on dirait une grosse cinématique, un petit peu, tu sais, dynamique. Puis après ça, c'est comme, bon, ben, I guess que jouer contre d'autres mondes, Ouais. ça m'intéresse juste tellement moins que des RTS en général, que, tu sais, fuck it. C'est les niveaux de complexité. Ça, c'est un feeling, puis ça se limite là, mais comme mon impression, c'est quand tu joues à un FPS, c'est juste une question de réflexe. T'as pas tant besoin de réfléchir ou de penser ou de out-maneuver, Mhm. out-skill ton adversaire. C'est juste, ben, est-ce que tu as des meilleurs réflexes que moi? Est-ce que tu cliques plus vite? Si oui, ben, tu gagnes. Mhm. Puis c'est une impression, mais c'est clairement dû au fait que j'ai pas le calibre pour pousser la réflexion plus loin que ça. Mais ça fait que je perds intérêt à toutes les fois. Ce que j'aime, c'est vraiment l'histoire. Tu sais, je jouais les Neverwinter Night. Je sais pas si tu connais, là, qui sont des genres de D&D-like RPG. Mhm. Ça, j'ai joué beaucoup, les Diablo. Mhm. Mais honnêtement, j'en revenais toujours sur les RTS. Et aussi le fait que je jouais de manière extrême. Tu sais, quand on pense à Stronghold, j'ai joué de manière compétitive pendant quasiment 6 ans. Mhm. Quand tu joues à n'importe quel jeu de manière compétitive, t'as pas tant que ça pour les autres jeux. Ah, for sure, for sure. T'avais quel âge? C'était quoi ta tranche d'âge quand tu jouais à Stronghold compétitivement? 12 à 19 ans. 12 à 19, yeah, yeah. Ouais. Yeah, ça fait du sens. Je faisais compétition en Ukraine, en Grande-Bretagne, en France. C'était quand même assez cool. God damn. Ça fait que dans le fond, c'était pas mal ton secondaire, right? Ou t'étais Ouais, à c'était Stronghold? pendant mon secondaire. Yeah. Quand j'étais arrivé au cégep, on avait un club informatique. Puis les gars, tu sais, je lui dis, ah ouais, je joue à Stronghold, puis tout. Puis ils sont comme, ah, nice, ils connaissaient tout. Puis ils disent, ah, mais on n'a pas de jeu, nous, on a juste StarCraft, malheureusement. Comme, Hmm. cool, let's go. Fait qu'on s'est parti un club informatique de StarCraft Brood War au cégep. Oh man, ça c'était nice. Jesus. Puis StarCraft 2 est sorti, fait que comme, bah, ça s'est enfilé, puis on est tous devenus des accros à StarCraft à partir de là. Oh, for sure, for sure. Est-ce que t'as toujours joué à Protoss à StarCraft? Peut-être à Brood War aussi? Ou... Je sais que c'est très différent les races entre Brood War et StarCraft 2, là, mais... Non, à Brood War, j'étais Terran. Hmm. J'étais un Terran, puis d'ailleurs, ces temps-ci, je m'amuse à réessayer d'apprendre, à réapprendre Terran, parce que justement, j'étais le genre de gars qui aimait genre attaquer à 3-4 places en même temps, mettre full d'agression. Mhm. Puis des fois, ça me manque de comme, tu sais, Protoss, c'est un petit peu plus laid back comme style de jeu, puis je suis comme, ah, ça serait le fun de genre s'amuser à faire du multi-prong, puis s'amuser comme des fous. Ouais. Fait que je retourne d'une fois de temps en temps, je retourne à mon amour originel. For sure, for sure. Je sais que t'es à peu près Diamond 1, slash quasiment Masters 3 même avec ton turn de temps en temps. Je suis pas trop sûr Ouais, combien de fois je l'ai tu joues, atteint mais... une fois. Hmm. Je l'ai atteint une fois le Master 3 avec Terran en septembre passé. Mais non, je suis pas très bon. Qu'est-ce Je qui a suis fait en... contente J'allais dire, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as choisi Protoss en fait comme ta main race dans StarCraft 2? Est-ce que t'as toujours joué à Protoss dans StarCraft 2 ou... Je sais que tu sais, à Brood War c'était Terran, mais à StarCraft 2. J'ai commencé Terran, Mhm. mais je tombais en amour avec le Golden Armada, puis le Archon Toilet. Ah ouais, l'Archon Toilet. Je suis mort 2-3 fois contre ça, puis ça fait comme plus jamais j'ai switché Protoss. Nice, nice. Est-ce que aussi il y avait peut-être des joueurs pros que t'admirais qui étaient justement Protoss qui a fait en sorte que tu voulais faire les Archon Toilet aussi ou... Ouais, ben, j'adore les trolls. Puis il y a un certain gars qui s'appelait Parting, Hmm. qui, connais pas. je l'ai vu la première fois sur scène, il faisait le clown, il calait chou-chou au beau milieu de la game en GSL, Hmm. il trollait ses adversaires comme ça avait pas d'allure, puis genre,
j'aimais trop sa personnalité, ça fait que, ok, ben, Mhm. on va essayer de jouer un petit peu comme lui, puis je me suis mis à troller sur le ladder, puis à faire les mêmes singeries que lui il fait. Mm. J'avais clairement pas le talent, Mm. mais c'était juste cool, genre, je sais pas, je m'associais un petit peu à lui, genre, j'aimais un petit peu sa personnalité, puis toutes les niaiseries qu'il faisait, là. Est-ce qu'il a déjà gagné un GSL? Je sais qu'il me semble qu'il a gagné un World Championship BlizzCon, mais... GSL sûrement, il y a en Ouais. 2012 ou 2012. 2013, si je me Ouais, souviens. ça. Il me semble qu'en 2012, il a peut-être gagné le BlizzCon ou de quoi de même. Ou Ouais, c'était un ben, une année, GSL, il je sais a pas. gagné. Ouais. Littéralement, là, fin 2012, juste avant de prendre sa fausse retraite, Mm. euh, il gagnait absolument tout. Mhm. Yeah. Oh my god. Ouais, Parting c'était un spécimen là, mettons. Oui. Puis, Ouais, mais il est tellement cool, là. puis c'était un espèce de. C'était un espèce de son propre Marou dans le sens que comme personne pouvait jouer comme lui parce que tu pouvais faire ce build mais pas avoir l'exécution du tout, genre. Puis il y Ouais. avait littéralement juste lui qui pouvait le faire. Puis. Ouais, mais même personne encore pouvait aujourd'hui, l'arrêter. même tu regardes ses games, tu regardes les casters, la première chose qu'ils disent, c'est personne à la micro de parting, là. Ah non. Non. C'est, c'est surprenant que, tu sais, des gars comme SOS, Stats, qui jouent depuis aussi longtemps que lui, ils ont jamais réussi à aller chercher son niveau en micro. Mhm. Fait que c'est un, c'est un homme dans sa propre classe. Il y a personne qui l'accote pour l'instant. Je sais que me semble il avait pris un test de précision de souris ou de quoi de même, puis il avait score comme 95%, puis comme la majorité des joueurs FPS Pro score comme 75%, puis des joueurs Oh God! puis des joueurs de comme Osu Pro score à peu près 95% aussi. Mais genre lui, joueur de StarCraft score 95% aussi, c'est comme c'est un des mouse, il y a une des meilleures genre précisions de souris comme dans le jeu, point barre. Là. C'est peut-être le plus gros accuracy. Peut-être pas vitesse, mais accuracy for sure. Ça, je savais pas. C'est quand même cool comme info. Ouais, t'as-tu. Ça I mean, peut t'as-tu expliquer. déjà vu Parting misclick quelque chose? Genre, je sais pas. Non, jamais. Pas vraiment, Jamais. non. Ça Il est arrive plus pas. occupé à dire des niaiseries, par exemple, ça y arrive. Mhm. On peut au milieu d'un tournoi à faire une niaiserie puis comme perdre à cause de ça c'est plus son style qu'autre chose. Ouais, c'est ça, for sure. Mais non, c'est ça, il y a une des précisions de souris comme les plus accurate comme au monde. Dans le gaming en général. Ça fait que ça me surprend pas. Il y a peut-être le meilleur micro ever, je suis pas sûr, mais un truc qui est sûr, c'est qu'il mess up jamais. J'ai jamais vu mess up quelque chose. Oh, ouais, c'est très rare. Pour la meilleure macro, je dois t'avouer que ces temps-ci, Clem puis Maru sont. C'est dans l'exceptionnel, là. C'est dans le phénoménal à regarder. Clem, il est vraiment pas stable, puis il est vraiment pas. Son niveau de skills, on dirait qu'il est pas au travers de tous ses match-ups. Mm. Mais le TVZ de Clem, Oh ouais. c'est une catégorie complètement à part. Ouais, parce que Euh, non seulement, tu sais, il pratique contre Rainer et Cyril en général sur le Oui. ladder, mais en plus de ça, c'est genre. Tu sais pas comment, mais il accorde toujours le supply laser. Comme quoi? Ça se peut pas, genre, ça se peut même pas. C'est quasiment. C'est Innovation Plus level, genre. C'est peut-être. Ouais, for sure. Il y avait un bon moment où Innovation aussi il était straight up, juste dans une straight up game, aucun harass, il y avait plus de supply que laser, puis personne comprenait. Je pense que Clem, il s'approche à ça aussi, pas mal. Ben, Clem, j'ai un bon feeling, un bon vibe pour son futur. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est encore très loin d'avoir atteint son maximum. Ouais. Qui va potentiellement développer des niveaux de skills comparables à Serral ou Maru, justement. Tu sais, des grosses dynasties qui durent. Parce qu'il a son propre style, personne n'est capable de le copier. Une de ses forces, c'est sa micro. Quand un joueur est basé a réussi à monter au travers de sa micro, non pas seulement grâce à des build order wins puis des choses comme ça, c'est souvent là que ces gars-là vont réussir à durer puis rester longtemps professionnels. Yeah, for sure. Je sais aussi en plus que sur Algula, il commence à être vraiment reconnu. Je pense qu'il est dans le top 10 officiellement au monde. Là. Oui, Un 8e. Coréen inclus. Il est 8e? Yeah. 8e présentement au Ça monde. fait du sens, ouais. Rainer, Avec Rainer notre nouveau premier. Rainer, right? Yes! Yes. Rainer. Nouveau numéro 1 mondial, Yeah. quoique on va voir d'ici la fin de la saison, comme que Serral a dit. Serral qui était un petit peu salty quand il s'est fait poser la question. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que Rainer soit classé au-dessus de toi dans le classement mondial? I mean, C'était quand même beau comme scène. pour de vrai, je pense que Cyril puis Rainer peuvent seulement perdre entre eux, genre. À ce point-ci, pour de vrai, genre dans une série. I guess ça dépend c'est quel type de série, si c'est un best of 2, best of 3 ou best of 4, là.
Sorry, Ouais. best of 3, best of 5 ou 7. Tu sais, parce que des fois, il y a des reverse sweeps qui se font aussi, là, mais... Ben ouais, for sure. Après ça, il y a Maru en 3e place, si je me trompe pas. Puis après ça, c'était comme Innovation. Ensuite, t'as genre Dark ou de quoi de même. Mais ben non, je suis d'accord. Je veux dire, la façon que Rainer joue contre genre Maru, il avait dit, il y a 95% de win rate dans son TVZ late game. Puis ça, c'est incluant Clem. Là, je suis comme, ok, là, c'est incluant Maru aussi. C'est ok, Ouais. here we go. Alright. Mais Ah. ouais, for sure. Il y a personne Ça- qui les accorde là pour l'instant. C'est insane. C'est le fun à regarder. Là, on a été privé un petit peu cette année d'avoir la joie de regarder les Coréens. Mhm. Et là, on va être submergé de Coréens jusqu'à la fin de la saison. Fait que je trouve qu'on a, pour les prochaines semaines, on a quelque chose de très, très, très intéressant qui s'en vient. Là. Mhm. Je sais pas si ça a avantagé Clem puis Rainer le fait que c'est moins des live events. Parce que j'ai l'impression que dans les live events, ils ont tendance à un peu plus choquer que d'autres personnes. Mais là, tout d'un coup, vu que tout est en ligne, j'ai l'impression que les deux, ils explosent tout le monde. Parce que, tu sais, être sur un live event, c'est sa propre expérience. Là. Je veux dire, il faut que tu deals avec les setups, il faut que tu deals avec les lumières, il faut que tu deals avec genre tout le son et tout. Ouais. Ben, c'est de l'expérience qui va leur manquer d'après moi. Puis Ouais. c'est peut-être une des choses qui va potentiellement jouer en faveur des Coréens jusqu'à la fin de la saison. Parce Mhm. que en ce moment, les Coréens, ils jouent à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin. Yeah. Avec un méga ping. Fait que toute la scène européenne a pas eu la chance de jouer ou de pratiquer contre des vrais Coréens. Si tu joues à 250 ms de ping, Mhm. tu joues pas contre le vrai joueur contre qui tu joues. Est-ce que ça a montré Puis- qu'il joue à 250 ping? Non, Ou- mais il y en a eu un. Il y a eu un gars, Ah, c'était Stats ok. cette semaine. Il a été obligé de livre il a carrément forfait sa deuxième game. Hmm. Puis il a envoyé un screenshot, il était à 350 ms. Hmm. Ouch. Fait- Yeah. Puis Parting, il se plaint souvent sur son stream qui est au-dessus du 100 quand il joue en Europe. Yeah. Fait que, tu sais, Parting, il s'endormait entre les games, là 2-3 jours. Fait que Oh yeah. comme, For sure. c'est sûr que, genre, si tu joues contre un gars qui a de la misère à se tenir réveillé devant son ordi, qui a du ping plus élevé que d'habitude, sans rien enlever aux Européens, là, d'ailleurs, là, mais c'est juste, tu vas arriver, le jour où tu vas arriver dans un live event, ben, faut pas que tu prennes pour acquis que ce gars va avoir le même calibre que quand tu joues en ligne contre lui. Mhm. Puis aussi, t'arrives, un gars comme Parting, il a fait des championnats mondiaux. Il a fait des tournois devant des dizaines de milliers de personnes. Clem? Non. Non, pas vraiment. Serral? Rainer, oui. Rainer, il commence à avoir de plus en plus Ouais, ça commence, ouais. d'events, mais je pense que ça... Autant que ça lui a donné une chance de se pratiquer plus sur le ladder, de peut-être plus se démontrer, donc de se démarquer, de jouer peut-être contre des joueurs qui n'auraient pas nécessairement joué dans des main events réguliers, que ça retarde son acquisition d'expérience par rapport à jouer devant des grosses foules, puis les nerfs peuvent embarquer, right? Ouais. Mais en même temps, ils sont très jeunes, mettons. C'est ça Oui, qu'on peut leur oui. redonner. Ça fait ils ont pas mal de temps pour justement gagner cette expérience-là. Puis tous Oh, les ouais. joueurs de StarCraft sont passés par là. Ça va être weird justement de non seulement tu es le meilleur au monde, mais t'as pas encore passé par avoir toute l'expérience du live event que t'es supposé avoir. C'est ça, Ouais. c'est ça le petit côté awkward dans le fond. Ouais. Yeah. Moi, J'ai confiance pour eux. Sincèrement, je leur prédis des beaux avenirs. Ben, Rainer, c'est pas prédire un beau avenir. Il est là. Il a un très beau présent. Il est incroyable récemment. Fait que je suis pas stressé pour eux pour ce qui s'en vient. Là. Mais tu te demandes, éventuellement, il va y avoir une espèce de champion du monde. Ça va être seulement les meilleurs au monde. Puis c'est 2 gars de 20 ans, puis c'est un français, un italien. Puis c'est comme, attends, wait, ils sont où les Coréens? Genre, tu te niaises. Ça va être ça, Ouais. c'est insane. C'est fou, genre. Puis il y a un Américain qui s'en vient. Moi j'ai faith dans notre prodige américain. Oh, Astrea? Ouais. Oh, yeah, for sure. Astrea a juste 20 Super ans en plus, jeune. right? Ouais. Ouais, Il est super jeune, c'est un des plus jeunes du circuit. Mhm. Puis c'est une flèche montante du circuit. Je sais pas, j'ai comme le désir de croire en lui parce que il est américain, il représente, il nous représente tous. Mhm. Puis tu sais, il y a tout le temps eu les Coréens. Après ça, c'était les Européens qui se battent. On oublie tout le temps North America. Mais là, Mm. Astria s'en vient là. Oh, yeah. Mais ça, tu sais, ça fait quand même un bout qu'il était là, mais il a jamais joué macro jusqu'à au moins, il y a genre 2 ans. Tu sais, il y a une couple d'années, peut-être il y a genre 5 ans, tu regardes ces games, c'était comme des one base, 3 gate robo, mais contre Terran, genre. Puis,
Ou genre contre Zerg même, ou de quoi de même. Puis là, je me rappelle, il y a peut-être 1 an ou 2, quand je l'ai commencé à le voir dans les Olimo League et tout, il commençait à jouer macro, puis je suis comme, ok, shit, ok, il commence à être bon, ok, il fait genre du Golden Armada, ok, hello. Ouais. Puis là, genre, il commence à battre Neeb, il commence à rentrer GSL, round of genre 32, là, c'est comme, oh my god, ok, let's go, là c'est pour de vrai, là. Ouais. Puis en plus, il habite en Corée, puis je pense qu'il vit avec Scarlett aussi et tout. Donc, Exact. yeah. Puis c'est une des choses qui me permet de croire en lui, c'est qu'il est entouré par du monde sérieux. Mhm. Tu sais, c'est Scarlett puis Jake, No Regret, Ouais, no, great. qui le servent de coach. Puis Special, il est là avec eux une fois de temps en temps. Fait que tu sais, c'est du monde que ça fait 10 ans qu'ils sont en scène, 10 ans qu'ils sont pros. Mhm. C'est du monde qui sont extrêmement stables. Je veux dire, Scarlett, plus ou moins la même position à tous les tournois depuis 2 siècles. Mhm. Fait que c'est du monde qui vont pouvoir le monter très haut. Mm. Puis c'est du monde qui ont eu du succès incroyable. Scarlett, tu regardes sa fiche de route, elle n'a pas été souvent numéro 1 mondial, mais elle a souvent été dans le top 4, top 8. Souvent été quelqu'un qui empêche le top 1 de se rendre en finale. Mm. Fait que d'avoir des bons coachs de même, ça me fait croire. Ça me fait croire un petit peu, ça me hype un peu pour Astria. Oh, for sure. I mean, la face que Scarlett, quand elle est capable de se préparer, puis genre travailler vraiment fort, tu sais, à un moment donné, elle a gagné un tournoi en Corée avec Cyril qui était dedans, avec SOS qui était dedans, avec genre tous les meilleurs Coréens au monde qui étaient dedans, puis elle l'a gagné, genre, right? So, Ouais. elle est définitivement capable de comme se rentrer dans une mentalité où elle peut pratiquer assez fort puis se préparer assez bien pour gagner un tournoi coréen. Puis quand tu viens avec une personne comme ça, c'est sûr que tu vas t'améliorer for sure. Ouais. Puis je sais qu'ils discutent entre eux tout le temps aussi de comment battre les Coréens, je suis sûr. Ah ben ça Ouais. c'est sûr, là. Ça c'est sûr. Ils regardent tous les tournois ensemble, puis ils sont comme Mhm. OK, c'est quoi les nouvelles modes, c'est quoi les nouveaux styles, Mhm. puis c'est sûr qu'ils font l'analyse là. C'est-à-dire ils vivent de ça, right? Fait Mhm. que je m'en fais pas trop. Puis tu sais, tu regardes No Regret puis Scarlett, c'est des passionnés. Ils regardent toutes les games, tous les tournois. Yeah. C'est sûr que c'est pas les plus grands joueurs dans le sens où Scarlett l'a dit publiquement plusieurs fois, elle joue peut-être 20-30 heures semaine à StarCraft Gros Max. Mhm. Tu sais, elle fait plus du commitment de 60-70 heures. Puis je pense que c'est juste sain mentalement qu'elle le fasse plus. Mhm. Mais c'est des personnes qui vont s'asseoir puis qui vont regarder tous les tournois, qui vont triper puis qui vont analyser naturellement. Tu sais, quand tu regardes ces genres de games-là avec 2-3 passionnés, automatiquement la discussion vire super technique. Puis comme j'aurais fait ça, ça c'est bon, ça c'est quoi que t'aurais fait si t'avais fait ça, puis tout le monde se met à donner leurs idées. Yeah. Puis d'être dans cet environnement-là, Mhm. c'est sûr que c'est profitable Mhm. pour Astria. Là. Ben, c'est pour ça aussi que justement, juste en général, être dans une team puis une team house, c'est ceux qui sont dans les team house, surtout genre dans les airs de comme 2013 à 2015 et tout, là, c'était les meilleurs joueurs, straight up. Si t'étais dans une team house, il y avait tellement de discussions, il y avait tellement d'improvement que c'est sûr que t'allais monter en skill de façon insane. Puis on commence à revoir ça lentement mais sûrement avec eux. Ben oui, sûrement ben aussi. les Coréens seront. 5 Coréens, si je me souviens, c'est Stats SOS, Dark. Puis les deux autres, je me souviens plus, qui sont partis en Team House après que Serral a gagné trop de tournois en ligne. Yeah. Yeah. Fait que tu sais, c'est la réponse directe des Coréens de on est plus capable de gagner, cool, on s'en retourne en Team House. Yeah. Ouais, je pense que Ok. c'est une nécessité. Il y avait un bon moment aussi où après Kikaspa a été disband et tout, que comme tout le monde commençait à juste vivre tout seul. Puis c'est là où les Foreigners ont commencé à rattraper les Coréens aussi. Tu sais, Innovation vivait tout seul, Sue presque tout seul. C'est comme, ouais. Ouais. Mais le ladder peut seulement faire autant pour toi là. Dès que t'es en team house là, c'est là où tu commences à être insane. Ben Mais, c'est ouais. aussi que t'es là-dedans, right? Tu transpires du StarCraft carrément, là. T'es dans StarCraft 24/7. Puis je pense, peut-être c'est juste un effet social, mais quand je check les Coréens entre eux, tu sais, tu t'en vas sur le stream de n'importe quel Coréen, il est pas comme en train de faire des team games avec ses amis, puis chiller, puis d'être sur Discord avec toute la gang. Mais tu t'en vas sur le stream de Rainer, il est en train de troller avec quelqu'un, puis ils sont en train de péter le ladder, puis ils s'amusent. Ouais. Tu t'en vas sur plusieurs Européens, ils sont tout le temps en train de faire des team games, de s'amuser ensemble, de communiquer. Mhm. Puis je pense que ça a fait que, malgré qu'ils sont pas dans des team house, ils sont quand même tous ensemble d'une certaine manière. Ouais. Les Coréens, tu regardes, puis ils sont pas dans la même équipe, puis quasiment obligés de se parler, on dirait que oui, ils s'apprécient beaucoup, mais Mm. ils vont peut-être avoir moins la facilité d'aller vers l'autre puis d'ouvrir la conversation. Est-ce que Team Liquid a une team house de StarCraft? Je sais pas si De c'est pas- StarCraft, ben Ouais. ils n'ont pas une team house de StarCraft, ils ont Ouais. une team house qui est Mhm. gigantesque. Oh, Vraiment ouais, gigantesque. ouais.
J'ai vu la Team House. C'est-tu la même Team House que j'ai vu? Me semble à un moment donné, il y avait Liquid Nazgul qui l'avait fait un tour de quoi de même. Je suis pas sûr si c'était la même Team House d'il y a longtemps. Je sais pas. Je sais qu'elle est grosse. Pour l'anniversaire de TLO, Mhm. les 10 ans de TLO dans Team Liquid, ils ont fait un petit vidéo, puis tu voyais une partie de la maison. La maison, c'est 8 teams qu'il y a dedans. 7 ou 8 teams. Ouais. 8 différentes CSGO, teams Team of ouais. t'as League of Legends 1 et 2. Ils ont 2 teams de League. Mm. Overwatch, StarCraft, ils ont en masse de monde là-dedans. Yep. Mais ils sont pas obligés de vivre là, par exemple. Mhm. Ouais. Mais je me demandais justement s'il y avait une Team House de StarCraft, c'est une des raisons aussi pour que Clem et Hearthstone ils deviennent vraiment, vraiment bons de plus en plus ces temps-ci, j'ai l'impression. Puis justement, c'est à cause de leur addition à Team Liquid. Je sais pas si c'est à cause de ça nécessairement, puis avec le Team House Dynamic, ou si c'est juste parce qu'ils deviennent bons anyway. Ouais. Je pense que ce qui a joué beaucoup en faveur de Clem, c'est Cyril. Rainer, dans une entrevue d'après-game, a dit que la seule personne qui était pas capable de battre en ZVT, c'était Clem, parce que Clem joue tout le temps contre Cyril. Puis il avait l'air à dire, il laissait sous-entendre là, plusieurs games par jour. Ouais. Fait que, tu sais, une année, si tu t'entraînes contre Cyril à longueur de journée, là, ça doit être du TVZ. Je suis sûr que ton TVT puis ton TVP s'améliore parce que ça change ta manière de penser, ça change ta manière d'analyser le jeu. Surtout s'il te donne des feedbacks et dit hey, ça, t'aurais dû voir ça de même, ben, comme ça t'ouvre une nouvelle perspective que t'aurais pas nécessairement vue. Tu sais, c'est un trio qui ont monté, hein. Oui, on parle souvent que Cyril est devenu le meilleur et tout, mais quand Cyril s'est mis à monter, il y a 2 autres gars qui se sont mis à monter aussi vite que lui. C'est juste pas à un niveau aussi extrême. Puis c'est Clem puis Rainer. Pourquoi? Parce que ben, c'est le top 3 du ladder EU. Fait, pour pouvoir continuer à faire des points, il faut que tu battes les 2 autres. Ouais. Ça a forcé justement Rainer puis à Clem de monter leur mécanique pour accoter Cyril, pour justement être capable de compétitionner Commerce. Fait ils sont forcés à avoir comme des mécaniques égales quasiment. Puis tu vois, peu importe la vitesse auquel jouait Rainer ou la vitesse auquel jouait genre Cyril, quand tu les vois jouer en stream contre Clem les accote tout le temps, genre partout. C'est insane. C'est absolument insane. Clem, v'là une semaine dans le DreamHack Summer, quand il a perdu contre... C'était qui Zerg qui l'a sorti? Dark, je pense? Clem? Je me rappelle pas en fait. Je me souviens plus, c'était encore des finales. C'est-tu Solar peut-être? Peut-être. Je dois t'avouer, je m'en souviens vraiment plus. Parce que j'ai regardé d'autres streams en même temps, évidemment. Puis une chose qui m'avait fait capoter, c'est son APM dans cette game-là. J'avais jamais vu Clem aussi haut que ça. Il a maintenu 800 d'APM pendant presque 10 minutes. What the fuck? Ouais. Puis c'était pas de l'APM wasté, là, parce que tu fais juste cliquer 1, 2, 3, 1, 2, 3, là. À un certain point dans la game, il contrôlait et microait 4 drops en même temps. Oh my god, ouais. Jesus. Ça me faisait capoter, mais raide. Quand j'ai vu que c'était ça qu'il se donnait, que littéralement il se battait contre Link Bane avec Mass Marine, Medvac, pas de Widowmine, rien, puis il gagnait. Pas de Widowmine, oh my god. T'es pas supposé gagner contre Link Bane. Genre, c'est supposé counter Mass Marine, c'est pour ça que tu fais des Widowmine, genre. Mais non. Ouais. Mais non, bien sûr que non. C'était très impressionnant. Fait que j'ai confiance en Clem. J'ai confiance pour qu'il va s'en venir. Qui est peut-être jeune encore, fait qu'on va lui laisser, on va lui laisser du temps devant lui, là, mais il y a un bel avenir devant lui. Parlant de ça, justement, y a-tu une game professionnelle que t'as vue que t'oublierais juste pas, ou comme que t'as une game préférée? Une game que j'oublierai pas, mais qui est loin d'être ma préférée. Stefano contre TLO. Zerg. Swarmos versus Swarmos pendant 3 heures. Oh, c'est vrai, je pense que c'est vrai que c'est arrivé ça. Oh man, Puis je l'oublierai jamais parce que c'était le premier à Montréal, c'était le premier Barcraft event. Ça sonnait au 737. Oh my god, non. Fait qu'on était au bar en train de triper, c'était super cool comme tournoi. Puis là, soudainement, t'as cette game de 3 heures, tout le monde voulait capoter. Fait que t'as le proprio, ben t'as l'organisateur qui était Marco, qui sort. Fait guys, on va rallumer ça ici. Il a fait venir les filles de Grey Goose.
puis il nous a acheté 4 bouteilles pour la section VIP en haut. On était comme 20 gars. Là. What the fuck? Il nous a sorti 4 bouteilles de Rigos. Il a fait amusez-vous. Puis on a trippé tout le tournoi, évidemment. Là. C'était mongol comme event. Fait que, pire game ever dans un des meilleurs events de StarCraft que je suis allé ever. C'était un drôle de combo. Drôle de mix, ouais. Surtout que, tu sais, c'est la game qui a été castée, là. Oh my god. Ouais. En fait, je me demande si les tournois à ce temps-ci, justement, est-ce que, je sais pas s'ils évitaient les games où Zerg était dedans. Parce que, ça se peut que, parce que la phase que t'as une chance où tu tombes sur une game qui dure genre 1 heure ou 2 heures. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment montrer ça on stream? Ou est-ce que, je sais pas qu'est-ce qui, je me demande si ça arrivait, for sure. Surtout quand tu savais, genre Stefano dans ce bout-là, il était rendu qu'il allait Swarmos quasiment toutes ses games, peu importe qui en avait en face de lui. Oh Fait ouais. que les casters étaient peut-être genre, ok, Stefano, non, on va faire un post-break, on va revenir après. Oh ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait des. I mean, Stéphanie a toujours joué de la façon qu'il faut pour gagner. Puis c'est. Oui. Que ça soit genre extrêmement méga dynamique agressif ou que ça soit extrêmement défensif puis long. Il a toujours fait ce qu'il fallait faire pour gagner. Puis, Il me fait penser à Hydra là-dessus. Hydra, il était le premier à dire, je déteste la manière que je joue, mais au moins je gagne. hmm. C'est Ouais, particulier sauf comme. une Ah, des je façons de gagner, c'est de pas GG méga tôt, genre. Je lui dirais ça, mettons, là. C'était tellement un personnage phénoménal, Oh, yeah. cet homme. Mais c'était un des meilleurs amis d'In Control. Ah ouais, I mean, ils ont vécu dans la même team house pendant un bout, là, right? Ouais. Ouais. J'en doute pas là-dessus. En fait, je devrais le follower sur Twitter. Je me demande s'il a fait un post de quoi aujourd'hui sur lui. Ça m'étonnerait pas. T'as-tu... Ah non, c'est ça. On avait parlé de parting tantôt un peu. Oui. La face que... Justement, pendant que Parting était parti, y avait-tu d'autres joueurs auxquels que t'aimais regarder, genre? J'ai tout le temps été un fan de SOS. Ouais, Euh, aussi, ouais. Je pense que ça se reflète beaucoup dans mon style de jeu. Où SOS a tout le temps été un joueur qui va faire quelque chose. Tu sais, Parting, essayer de copier ce qu'il fait, c'est relativement impossible. SOS, c'était un genre d'entre-deux où il y avait un style agressif, mais qui était pas 100% dépendant sur le niveau de sa micro, son niveau de multitask et tout. Puis c'est quelque chose que j'ai tout le temps aimé. Des strikes très chirurgicales qui vont juste aller faire mal, pincer constamment jusqu'à temps que, genre, basically, tu mind break au beau milieu de la game. Puis pour ça, c'est un joueur que je m'étais beaucoup identifié à son style. J'aimais vraiment. J'aimais le regarder. C'était super entertaining. Puis c'est à copier son style que j'ai réussi à débloquer dans StarCraft. J'avais été stock Diamond pendant presque 4 ans. 3-4 ans que j'avais été stock Diamond. Puis c'est le jour que j'ai découvert SOS, puis je me suis mis à regarder vraiment ses games, puis que j'ai vu, j'avais enfin découvert un style de jeu que j'aimais. Puis c'est là que j'ai débloqué, puis j'ai réussi à monter Master finalement. C'est-tu à cause du playstyle weird, excuse-moi, c'est-tu à cause du playstyle qui est un peu weird que tu t'appelles Freak, ou c'est d'où vient ce pseudo-là en fait? Ça, c'était mon nom de moniteur Kanjo. Oh, ok, ouais. J'étais moniteur de Kanjo, puis j'étais très différent des autres moniteurs parce que j'ai eu une enfance qui était basically soit j'étais en train de jouer au football, au hockey, ou j'étais devant un ordi. Fait que la plupart des jeux normaux, genre la tag, le ballon chasseur, j'avais pas joué à ça quand j'étais jeune. Fait que j'étais arrivé moniteur de Kanjo, puis je savais pas à quoi un enfant ça jouait. Moi, tu sais, en gars de hockey, là, ballon chasseur, ça existe pas. On va jouer à tag, puis la tag, c'est pas je te touche, c'est je te plaque, puis tu revoles. Ouais, c'est ça. Puis même chose. Tu sais. Fait que j'avais inventé des jeux qui étaient comme spéciaux, borderline acceptés, borderline pas acceptés. Puis finalement, tu sais, ma première année, j'étais moniteur, puis j'avais pas de nom, parce que ta première année, t'es pas moniteur, t'es juste genre surveillant. Puis à ma deuxième année, quand j'ai eu un groupe, ils m'ont donné le groupe de troubles de comportement, des déficits d'attention. Fait que tous les enfants qui pouvaient pas fitter les autres, ils les envoyaient dans le mien. Fait qu'il fallait que je trouve des jeux qui pouvaient littéralement tuer mes kids, genre pour qu'à la fin de la journée, il n'y ait plus d'énergie, parce que sinon, tu pouvais pas les supporter. Ouais. Fait que j'inventais des jeux, tu sais, les noms des jeux sont assez traumatisants, là. Il y avait le magnifique le Cercle de la Mort. Il y avait Ballon Massacre. Et d'autres jeux du genre qui étaient super populaires. Décris-moi un de ces jeux-là, par exemple. J'ai envie de savoir. Hein? Décris-moi un de ces jeux-là que t'avais inventé. Celui le plus politiquement correct, c'est Cercle de la Mort.
Ok. Cercle de la mort, c'est super simple. Ok, tout le monde se donne la main, puis se met en cercle. Mhm. Je passe une ficelle devant les pieds de chaque personne à l'intérieur qui fait le cercle. Mhm. Règle super simple. T'as pas le droit de mettre un pied dedans. Si tu mets un pied dedans, t'es mort. Règle numéro 2. T'as pas le droit de lâcher la main de la personne à côté de toi. Si tu lâches la main de la personne à côté de toi, t'es mort. That's it. Ça, c'est les règles. Sauf que si tu fais ce jeu-là avec des enfants sains, normaux, Mhm. ils vont se tirailler, se pousser un petit peu, puis ils vont éventuellement mettre un pied dans le cercle. Ouais. Si tu fais ça avec des enfants avec des troubles de comportement sévères, ils vont se faire des jambettes, ils vont se faire voler, ils vont se pousser, ils vont se garrocher, ils vont faire des teams pour pouvoir garrocher quelqu'un dans le milieu. C'était incroyable, il fallait que je mette des tapis puis des matelas dans le milieu parce que les kids en volaient trop. Oh yeah. Puis en plus, t'as pas le droit de lâcher la main, right? Ça fait que si quelqu'un go down, la personne à côté go down aussi, ou comme, il faut résister le plus possible. Oh my god, ouais. Fait que, tu sais, en tant que tel, le jeu est relativement inoffensif, mais quand tu mets le nom cool avec, pis tout, ben les kids, ils embarquent, pis genre, ils veulent continuer de jouer non-stop. Là. Oh shit. C'est-tu toi qui t'es appelé Freak ou c'est quelqu'un d'autre qui te l'a attribué ce nom-là? Ouais, c'était quelqu'un d'autre. En fait, j'ai gagné le Freak Award. Oh, ok. Oh shit. Mon nom, c'était Skippy. Mhm. Pour le Skippy le kangourou. Mhm. Puis à la fin de la première année, il y avait un award, c'est le Freak Award qui donnait au moniteur le plus fou dans la tête. Ok, Puis, ouais. le nom de mes jeux il avait fait le tour de tous les camps de jour. Fait que tu sais, comme ah ouais, mais avec l'autre moniteur, on joue à Ballon Massacre. Quoi? Ouais. Quoi? Ça avait soulevé assez de questions. Fait que j'avais gagné le prix à la fin de l'année. Puis l'année d'après, j'ai demandé si je pouvais changer mon nom. Puis j'étais devenu Freak. Nice. T'as-tu gagné tous les Freak Awards à partir de là ou? Ouais, ben j'étais moniteur de camp de jour 2 ans. Mhm. Après ça, je suis devenu sauveteur. Mhm. Mais oui, pour les 2 ans que j'ai été là, je les ai gagnés. Nice. Good shit. Ballon Massacre. J'essaie d'imaginer, genre, dis-moi pas c'est quoi. J'essaie d'imaginer. Ballon Massacre, c'est genre. C'est comme Ballon Chasseur, mais t'as seulement le droit de, genre, lancer le ballon sur quelqu'un s'il est à terre, genre. C'est comme. Quelqu'un est à terre, tout le monde lance un ballon dessus, je sais pas. T'as bien parti. Est-ce que je te dévoile c'est quoi? Go, vas-y. Ballon chasseur, pas de règles. Ah, ok. C'est juste, tu lances des ballons T'as le sur droit tout de le monde. courir, t'as le droit de dribbler. Yeah. Y T'as pas de limite. a-tu une ligne au milieu ou? Non. Ok. Il y a 2 équipes, puis quand tu te fais toucher, t'es pas mort. Ok. La partie finit pas, c'est si tu lances des ballons sur tout le monde. Le mais- mot massacre. Hmm. Le seul moment où t'es mort, c'est quand t'en as eu assez. Hmm. Ouais, en fait c'est jusqu'à temps que quelqu'un give up, puis le signe pour give up, c'est quand tu te mets en petite boule à terre. Là, c'est comme, ok, t'as officiellement give up, là, t'es éliminé. C'est le seul temps. Ça aurait été insane. J'espérais tout le temps que ça se rende pas là, mais. Ouais. Oh my god. Le kid, là-dessus, il était relativement raisonnable, malgré que j'avais pas dit de manière explicite, genre, tu garoches pas le ballon sur quelqu'un qui est à terre en train de pleurer. Il était quand même conscient, puis en général, il poussait pas trop le lock, là. Comme il se mangeait 3-4 fois le ballon dessus, puis il était comme, ah, je suis plus capable! Puis il s'en allait. Le fait de même, c'est-tu un ballon, c'est le ballon chasseur, tu sais, très mou puis rebondissant, ou c'était comme des ballons de soccer, genre? Petit ballon rouge. Ouais. Moi, j'appelle ça des ballons de handball, là, les petits ballons rouges en rubber. Ouais, c'est ça. Super. On joue avec ça. Ouais, ça fait de sens. For sure. On en mettait 3-4, là, puis après ça, moi, je me m'assisais dans un coin avec les filles qui voulaient pas jouer. Oh yeah, nice. Ouais, c'est ça, tu disais à tout le monde de jouer au ballon massacre, mais toi tu joues pas dedans, là, fuck that. tu préfères regarder. J'avais genre j'avais quoi, 17 ans, puis j'avais Ouais. certains kids là-dedans qui en avaient 8. Yep. Fait qu'oublie ça, si tu embarques là-dedans, C'est ça un- aurait pas été. Ben là, c'est un vrai Ça aurait massacre, pas été- là. Ouais. Tu mets le Mais mot. quoi que, une fois Ouais. par semaine, ils me le demandaient. Moi Mm. contre tout le monde. Mm. Là, c'était le fun parce que t'avais genre tout le temps le classique de les filles que genre je le lançais un lob puis il avait mal. Mm. Puis t'avais le petit kid de 12 ans hyper actif qui était comme lance plus fort! Ouais, c'est ça. My god. T'es quasiment en train de lancer le ballon de toutes tes forces puis c'est pas encore assez fort à son goût. T'es comme Oh my god. t'as trop d'énergie. Tu mangeais constamment genre 4 ballons genre, sur toi. Oui. What the fuck? Oh, je me faisais ramasser, mais eux, ils étaient heureux, ils finissaient leur semaine de même, puis tu sais que ça leur faisait un défouloir, les parents étaient bien heureux parce que je leur envoyais des enfants. Tu sais, tu payes pour tes enfants dans un camp de jour, là, c'est pas pour qu'ils reviennent à la maison puis qu'ils aient tellement d'énergie parce qu'ils ont rien fait de la journée. Là. Ouais.
tu veux que tu sois un peu plus calme. Fait que quand tu finis ta semaine avec une game de ballon massacre, il est épuisé pour le reste de la fin de semaine. Oh my god. Ah, je vais tellement garder ces idées-là. Si j'ai un ami, genre, parce que j'ai un de mes amis aussi qui est allé au camp de jour, je vais définitivement lui dire ça. Parce que lui, il a dû dealer avec certains groupes aussi, avec des troupes, genre, je vais lui dire ça, puis il aurait fait genre, oh fuck, ça aurait été tellement smart. Ça aurait été Oui. tellement insane. Puis le truc, c'est que tu te donnes des noms qui ont pas de sens. Genre, comme les parents vont finir par poser la question, c'est quoi ce jeu-là? Tu lui expliques, puis comme, ah, c'est pas si pire. Non. Mais ton kid, quand j'ai dit qu'il y avait le mot massacre dedans, holy cow qu'il a voulu jouer. Oh ouais, c'est comme une espèce de clickbait, genre. Totalement. Ça vaut ça. Il y en avait une couple, j'avais un livre de jeux parce que dans le fond, quand t'es moniteur de camp de jour, t'as une obligation d'inventer 10 jeux par semaine. Fait que j'avais un livre de jeux, puis genre quand tu passais dedans, genre tous les noms étaient bizarres, mais ça c'est une manière d'exprimer la créativité. Damn, c'est capotant pour de vrai. Je pense que j'aurais pas mal trippé là-dedans aussi, je pense. Sure. On s'amusait. Yeah. Sinon, pour un petit peu commencer à toucher un petit peu la fin, c'est quoi ta vision pour StarCraft ou comme les RTS dans le futur? Y a-t-il des choses que t'aimerais voir avec les RTS ou? J'aimerais des RTS un petit peu plus réalistes. Tu sais, un petit peu vers que General H, Command & Conquer General H s'en allait, qui est un genre de RTS où tu vas avoir de l'économie, tu vas avoir de la monnaie, tu vas avoir des ressources. Tout dans un monde réaliste et fast-paced. Tu sais, comme un petit peu. Tu sais, dans General, oui, t'avais l'option de faire ton bourrin, puis de juste faire une grosse armée, puis de traverser la map. Mais si ton adversaire se mettait à mettre des snipers à gauche, à droite, un petit peu comme un combat urbain d'une vraie armée que t'aurais, il te ramassait. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être très 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 intéressant pour des viewers. Tu sais, t'es dans une game, tu regardes, puis là tu vois vraiment le positionnement stratégique, puis ça pourrait aller chercher des gens qui ont, oui, des gamers comme nous, qu'on fait juste triper au niveau du RTS puis de la stratégie qui est mise en place, mais qui pourrait aussi aller chercher toute la communauté militaire et autres, qui est une communauté qui est souvent délaissée au niveau des FPS. I mean, militaire, puis justement, tout ce qui est FPS, c'est le Modern Warfare et tout, parce que, dans le fond, t'as comme... C'est un petit peu comme... ça serait un petit peu comme Modern Warfare et tout, mais une vue aérienne où tu contrôles tout le monde en même temps, right? Puis que t'as aussi des ressources en plus à manager, right? Ça serait... Ouais, exact. Fait, un genre de combo entre les deux, là, ça, là, d'après moi, on s'en irait vers quelque chose. Puis j'ai tout le temps eu, après ça, là, l'upgrade d'après, un fantasme que j'ai depuis que je suis tout jeune, c'est un VR RTS, où t'es en VR, fait que t'es général dans une base, puis ton RTS, ben, tu le gères au travers d'une base HQ. Ouais. Fait que t'as pas une gestion directe de ton armée, t'as une gestion indirecte au travers des commandants, que tu vas donner des ordres, des positionnements, que tu vas aller être à ton tableau de combat, tu vas pouvoir faire un petit peu de gestion de platoon, mais tu pourras pas micro-gérer chaque unité de manière individuelle, un petit peu comme un vrai général fait, tout dans un environnement VR. Puis là, il n'y aurait pas de limite concernant si tu es juste une personne qui fait de la gestion ou pas. On pourrait être une équipe. On pourrait être 10, 15, 20, je sais pas combien, mais chaque personne a, ok, toi tu t'occupes du radar dans HQ, toi tu t'occupes de la gestion du personnel, tu t'occupes des ressources, tu t'occupes, puis là, parce que dans un environnement, un setup comme ça, une personne peut pas s'occuper de tout, right? Fait que c'est là que le travail d'équipe embarque, puis je pense que moi ça me ferait triper. Ah, c'est insane, for sure. Complètement. Puis en plus, ce que ça rajoute au VR aussi, c'est la partie microphone audio, right? Où justement t'es capable de donner des ordres vocalement, mais aussi, tu sais, avec tes mains si nécessaire. Puis là, ouais. Là, tu commences à avoir des gros scale RTS, là. Ouais. Fait que ça c'est... Tu sais, le Modern Warfare, de le voir genre un RTS un petit peu plus sophistiqué dans ce style-là, d'après moi, on n'aura pas si longtemps que ça à attendre pour, parce que si tu remarques, au courant des dernières années, ça a tout le temps été cyclique, right? RTS, RPG, FPS. RTS, RPG, FPS. Ça a tout le temps été ça. Puis le prochain cycle, il est au RTS. Puis il va falloir qu'ils fassent quelque chose qui va les démarquer monstrueusement de ce qu'il y a en ce moment. Ben, je pense que c'est là que tu remarques. Le plus facile, ça va être justement vers la voie des pas des RTS, excuse-moi, du VR, parce que c'est ça qui est sur le point d'exploser. Ça fait genre 5 ans, là, mais comme c'est encore sur le point d'exploser, là.
Oui. Yeah. Puis ce qu'on voit qui sort en VR, ça s'en vient bien, là. Tu sais, tu regardes les derniers jeux VR qui sont sortis, puis tu regardes un Resident Evil 8 qui a été annoncé en VR. Je checkais ça, puis entre ça puis un ordi, là t'as un vrai upgrade. Tu sais, v'là une couple d'années, t'allais dans un jeu VR genre super hot, c'est cool, mais c'est pas un upgrade. Tu perds beaucoup de choses pour pouvoir avoir ta section VR. Tandis que quand tu regardes Resident Evil 7, puis là le 8 qui s'en vient, il y a plus de pertes, il y a juste des gains. T'as une meilleure immersion, des plus beaux graphiques, un meilleur réalisme. C'est là que je pense qu'ils vont réussir à aller chercher les plus jeunes. Parce que, tu sais, au final, faut réussir à cibler les plus jeunes. Puis dans un monde de RTS où la logique, donc l'aspect intellectuel est peut-être plus prédominant, c'est peut-être plus dur d'aller chercher un petit jeune de 6-7 ans et dire comme hey, ça te tente de te casser la tête à résoudre des problèmes à longueur de journée. Ouais. Ouais, il faudrait que il y ait une partie plus. En fait, il faudrait juste mettre un clickbait title, là, genre comme t'as fait avec tes jeux dans le fond. Ouais. Mais non, ouais. Mais le truc, j'allais dire vite fait avec le VR, c'est que il y a pas. Souvent, le VR, ça a été développé autour des jeux justement comme Resident Evil, puis de horreur où c'est très il y a beaucoup d'immersion. Par contre, justement, avec les RTS où on veut avoir des commandes vocales aussi, c'est encore quelque chose qui reste à développer pour un bon moment, je pense. Oui, je sais pas si tu te souviens je pense que c'était Activision qui avait développé le jeu Art of War. Art of War? Non, je connais pas. Je peux me tromper peut-être légèrement sur le nom du jeu. Je vais prendre une seconde pour le googler. Art of War, si je me souviens bien, qui était un RTS. C'est probablement ça. Ouais. Art of War. Dans le fond, Art of War, c'était le premier RTS à commande vocale sans souris. Ouh. Et tu ne faisais que de la commande vocale. C'était incroyable. Il y avait même sorti une table. Ça coûtait 20 000 $. C'était une table semi-holographique. Oh boy, yes, please. Qui reproduisait la map du jeu. Oh oui. Map dynamique, le même style que StarCraft. Il y a une nouvelle map à toutes les saisons. Yeah. Et la table était capable de la reproduire. Et tu avais des gants que tu pouvais mettre pour contrôler la table. Fait que tu contrôlais ton champ. Puis là, si tu voulais un airstrike ou quelque chose, il n'y a pas de bouton. Yep. Fait qu'il faut que tu calls un airstrike sur une position tel un échiquier. C'était mongol. Puis ça, mes versions 15 fois améliorées, parce que c'était, on s'entend, c'est au début de la commande vocale. Je veux dire, Siri aujourd'hui est 1000 fois meilleur que ça. Puis imagine devoir contrôler un RTS avec Siri. Tu perdrais toutes tes games. Mais ça, super amélioré d'après moi, là, ça serait un futur pour le RTS qui serait incroyable. Ça serait insane. I mean, là, on fait juste mettre plus de dimensions, right? Là, tout d'un coup, à la place d'avoir un clavier souris, on ajoute justement le côté holographique avec justement tes mains. On ajoute l'aspect équipe aussi où tout le monde gère leur propre affaire. Peut-être de 5 à 10, whatever. Puis on ajoute aussi l'aspect audio où comme on call des affaires aussi. Ça va être insane. Mais je suis sûr qu'en fait, quand j'y pense, là, ça serait juste tellement le fun. Là. Tu joues avec tes amis, tout le monde call des affaires différentes. Là. Oh my god. Oui. For sure. J'ai un bon vibe pour ça. Puis s'il y a une place que j'aimerais que le RTS s'en aille, c'est ça. C'est dans cette direction-là. Une direction où on va embrasser la nouvelle technologie puis la complexité. Parce que on dirait que dans les dernières années, on a essayé de pousser les RTS vers la simplification. Puis je pense pas que c'est là qu'ils shine. Je pense que les RTS shine dans leur complexité. Puis c'est leur complexité qui fait que dans un an tu joues encore, dans 2 ans tu joues encore. Ça fait 12 ans qu'on joue à StarCraft à peu près, StarCraft 2, si on compte la bêta. Puis on apprend encore des nouveaux builds, des nouvelles stratégies, puis on est dans le top du ladder. On est dans le 1%, puis on continue d'apprendre. Ça veut dire que le jeu a une profondeur incroyable. Puis je pense que c'est ça qui fait le succès d'un RTS. Tu regardes les Total War, incroyablement complexe. Ça fait 20 ans qu'il roule. Tu regardes StarCraft, incroyablement complexe. Ça fait 22, 23 ans. Si tu regardes à peu près, là, je connais pas l'âge de StarCraft 1, là, mais ça fait presque 20 ans qu'ils jouent, puis le monde joue encore à Brood War. Tu regardes les Age of Empire, regain en popularité simplement parce qu'ils ont mis les graphiques à jour. Mais dans les faits, le jeu n'avait jamais été mort. Pourquoi? Une complexité qui est là. Fait que je pense que c'est ça vers quoi les RTS se doivent de s'en aller. C'est une complexité grandissante, mais pas une difficulté grandissante, juste une complexité grandissante. Ben, je pense que dès que tu mets assez de variables dans un jeu,
c'est très difficile à genre maîtriser tout, puis c'est très facile à justement atteindre un niveau beaucoup plus supérieur. Quand t'as un truc comme les FPS, où dans le fond ça revient à est-ce que t'es capable de shooter quelqu'un dans la tête, puis avoir à peu près le bon positionnement avec ta team et tout, avec whatever variable d'environnement. T'as pas autant de variables que ça, mais quand t'as comme des variables quasiment infinies dans une game de StarCraft, genre, c'est là où tout d'un coup ça devient très 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 complexe. Avec les ressources, avec le contrôle de l'armée, avec le choix de bâtiment, avec le choix de positionnement, avec le choix de la carte, où tu expandes et tout. Il y a juste trop de variables justement, puis c'est ça qui rend la complexité. Le fun aussi, ouais, for sure. Mais Ouais. Yeah. Ok. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça fait longtemps que moi j'aurais voulu qu'il y ait un RTS tactile où tu utilises tes mains au lieu d'un clavier. Ça, c'était un petit peu ma vision du futur, un petit peu. Je vais pas penser tant ça au voice command, quoique on l'a vu un peu plus récemment. Je sais que Fear Dragon, il a essayé de faire de quoi de même avec ça. Je sais pas s'il y a encore le thread de Reddit ou pas, mais tu sais, c'est très lent, c'est en développement, mais tu peux dire genre Control B, attack, genre Oh, là, nice. genre là, puis c'est it's like attack here, puis c'est là où tu regardes avec tes yeux. Ça a l'air un peu compliqué là, parce que les yeux c'est jamais très précis là. Je sais pas si ça va devenir quelque chose qui les gens veulent développer, mais ça devient quand on regarde au niveau médical. Alors on touche directement mon domaine. Quand on regarde au niveau médical, il y a de plus en plus pour les gens qui ont fait des crises cardiaques ou des problèmes cérébraux sévères comme des ancélopathies. Excusez, j'ai de la misère avec le mot, je suis pas médecin, je suis ingénieur. Ces gens-là qui perdent complètement contrôle de leur corps, du coup en descendant, ce qu'on fait maintenant, c'est on leur permet d'écrire avec leurs yeux. Puis c'est des applications qui valent cher, c'est de la recherche et du développement, mais ils sont capables d'écrire fluidement avec leurs yeux, avec une grande précision. Parce que tu regardes sur un cellulaire, que tu aies un iPhone ou pas, sur Android ça s'appelle Swipe, sur iPhone je ne connais pas le nom, mais tu n'as plus besoin d'aller chercher les bonnes lettres exactement, tu as juste besoin d'être close enough. Ouais. Puis après ça, il y a une logique de c'est probablement ça que tu voulais dire. Ouais. Puis la précision que c'est capable d'aller chercher est capable de leur permettre de parler fluidement. Fait qu'il faut que tu sois capable d'écrire vite pour être capable de parler fluidement. Ouais. D'après moi, on n'est plus si loin que ça de ça. Je pense que le problème principal, par exemple, ça va être au niveau de la complexité de l'implémentation des compagnies de jeux vidéo. Parce que tu prends de la technologie médicale et tu dis je veux faire ça, je vais mettre ça dans mon jeu à 30$, 40$. Il va falloir que tu en vendes déjà. Ouais. Je pense que ça va dépendre de ton niveau d'immersion parce que c'est sûr que dans une situation plus réaliste, il faudrait que tu décrives à tes personnes où attaquer plutôt que juste regarder avec tes yeux. Mais ça va dépendre aussi de la phase que ça va être beaucoup plus rapide d'utiliser tes yeux. Puis ça se peut que c'est un autre skill set, justement, utiliser tes yeux. Genre, il y a personnes qui entraînent leurs yeux à genre écrire ou à regarder à des places ou à être soit précis avec genre le mouvement de tes yeux. C'est pas quelque chose qu'on développe nécessairement dans notre vie. Mais ça pourrait être quelque chose justement qui pourrait être utilisé dans RTS. Ça va juste dépendre de c'est quoi la direction qu'il faut le prendre, for sure. Ouais, totalement. T'as totalement raison. Yeah. Enfin, pour conclure le tout, c'est quelle place que prend StarCraft dans ta vie? Est-ce que t'as déjà pris genre des grosses pauses de StarCraft ou t'as-tu déjà désinstallé le jeu ou de quoi de même? Ou... Ouais. Pour mes études, en fait. Je suis pas capable de jumeler les deux. Je peux pas jumeler mes études et StarCraft. Fait qu'à toutes les fois que je retourne à l'université parce que je suis un passionné d'université. J'adore l'école. Fait que je retourne constamment à l'école. Puis à toutes les fois que j'y retourne, je désinstalle complètement le jeu. Fait que pour mes 2 bacs, puis pour mon certificat, à toutes les fois, j'ai désinstallé le jeu pendant 1-2 ans. Fait que c'est pour ça. À toutes les fois, c'est comme le fun de revenir puis de faire. Parce que la partie que j'aime le plus à StarCraft, c'est pas être bon, c'est devenir bon. J'aime grinder, j'aime réapprendre. Fait que à toutes les fois, je suis comme. Il y a un petit peu la tristesse du comme. Tu te connectes pis t'es comme bon. Mes 50 prochaines games, j'ai peur. Ouais, ça arrive. Mais puis la fois, c'est que quand tu reviens après un bon bout à jouer à StarCraft, pour le vrai, perdre 20 games de suite, on s'en fout. Genre. C'est quand tu joues activement que là, perdre 20 games de suite, t'es comme oh non. Mais, ouais, c'est un petit peu plus rough. Ouais, donc je me rappelle quand j'ai commencé à jouer Zerg il y a peut-être 1 an, beaucoup plus. Je pense que j'avais perdu de quoi, genre 11 games de suite. Là, j'ai gagné une game. Là, j'en ai perdu comme 11 autres de suite, mais comme ça me dérangeait zéro, absolument pas. Parce que je sais que genre je savais absolument rien. Genre.
C'est que ça doit être similaire. Des fois, t'es comme. Ouais, il faut juste que tu t'en fous, surtout quand tu débutes, là. Ouais. Mais, Ouais, puis je pense qu'il y a peut-être un petit avantage que j'ai, c'est. Je suis passionné par les jeux vidéo, je suis passionné par StarCraft. Même Mhm. quand je le désinstalle, je continue de regarder les games. J'ai Ouais. jamais quitté les Mhm. streams, la scène pro, des streamers que je suis Mhm. depuis des années. Euh, Entre autres Pig ou Neuro, avec qui j'ai commencé mes premières années de StarCraft. Euh, Fait que, tu sais, je continue de regarder, je continue de checker qu'est-ce qui se donne. Puis Mhm. à toutes les fois, c'est. Quand j'en reviens, tu sais, au moins je suis un petit peu au courant de qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui se fait. Puis Un petit peu. c'est pas trop de la torture, regarder les tournois, puis être full motivé, puis là, genre, oh non, mais je peux pas jouer. Non, moi je le vois comme compensation, je le vois plutôt comme, Mm. ben, au moins je peux regarder les tournois. Au moins Mhm. je peux continuer de suivre la scène. Puis je pense que si j'étais pas capable de faire ça, là c'est là que je deviendrais fou. Là, tu sais. Ouais, Une année, n'importe qui, quand tu étudies 16 ou 18 heures par jour, ben, t'as besoin de quelque chose pour relaxer. ouais. Puis moi, il y a deux choses qui me permettent de relaxer de même. La première, c'est StarCraft. En fait, c'est les jeux vidéo. Ouais. Et la deuxième, c'est le hockey. Fait que si j'ai pas ma game de hockey à TV, je te promets que je suis à mon ordi en train de regarder un stream. Yeah, nice. Very cool. T'as-tu bientôt fini l'université ou t'as-tu déjà fini ou? J'ai fini plusieurs fois. Oh, ok, ouais. Je suis un passionné de Hmm. l'université. J'ai fait mes premières études en mathématiques. Mhm. Après ça, j'ai fait un switch pour aller faire un bac en actuariat. Mhm. Après ça, je suis allé chercher un certificat en économie, un Mhm. certificat en finance, un certificat en sciences, un certificat en physique. Puis là, j'ai eu mon bac en ingénierie. Je suis en train de finir mon bac en ingénierie. Hmm. Parce que là, t'es en train J'adore de ça. finir un autre bac, dans le fond. Ouais, ben Mhm. là, ce coup-ci, je me suis fait jouer un tour. J'ai eu une. Tu sais, comme au travers de tout ça, t'as tout le temps des jobs de temps partiel d'étudiants et autres. Mhm. Puis là, j'ai eu une job d'ingénieur senior. Hmm. Fait que j'ai pas mon bac, mais je suis ingénieur senior. Ce qui Ouais, est enlève le purpose de finir le bac. ouais, c'est ça, parce que tu veux finir le bac pour faire ça, mais tu t'es déjà en train de le faire, là. C'est Ouais, ça. ouais. Puis là, en plus, eux, ils m'ont dit, genre, comme, tu sais, moi, je leur ai dit, ah, inquiétez-vous pas, tu sais, je vais finir mon bac. Mhm. Puis ils m'ont regardé, puis en fait, non, mais c'est correct, t'as pas besoin. C'est chill. C'est bien correct, de même. Yeah. Fait que je vais sûrement y retourner. Hmm. J'aimerais beaucoup faire un bac en psychologie, Hmm. euh, principalement en psychologie du comportement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup regarder le niveau primal de l'être humain. Mhm. Donc, faire une liaison directe entre ton action ou ta réaction Mhm. et l'être humain, ce qui était il y a 2 millions d'années, puis ce que tes ancêtres ont fait pour pouvoir devenir de même. Mhm. Un exemple super simple, là. L'instinct de survie. Tu sais, si tu es dans une ruelle sombre, t'as pas besoin de savoir qu'il y a quelqu'un derrière toi, puis t'as pas besoin de l'entendre. Mhm. Mais ça, c'est à cause que, là, 2 millions d'années, ben, c'était peut-être un lion qui voulait te bouffer. Ouais, c'est ça. Puis, il y a beaucoup de subconscient de même. Mhm. Tu sais, là, c'est sûr, je vais avec l'exemple le plus simple au monde, là, puis le plus simplifiable également. Mais cette science-là d'étudier les réactions humaines, le comportement humain, autant en société en tant qu'individu, Mhm. par rapport à des millions d'années d'évolution, Mhm. ben, ça vient retoucher un petit peu ma passion pour l'histoire. Mhm. Puis en même temps, je trouve ça capotant parce que si tu réussis à être fort là-dedans, ben, tu peux réussir à prédire le comportement de certaines personnes Ah ouais. ou améliorer énormément tes compétences en gestion. Ce que mon Mhm. père a fait. Lui, il a fait une formation en Mhm. programmation neurolinguistique Mhm. après avoir fait son doctorat en sciences. Mhm. Puis quand il est sorti de là, puis qu'il était rendu capable de m'hypnotiser au beau milieu d'un souper pendant qu'on parlait, ça fait comme oh, je vais apprendre ça. Non, ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est très. C'est très facile d'être capable de comme lire puis de prédire des comportements. C'est sûr que ça va jamais être à 100% parce qu'il y a toujours il va toujours avoir des mini-facteurs. Mais je veux dire, prédire les comportements, c'est super important, mettons. Pas juste en politique pour comme tout le messaging et tout, mais comme juste en général dans tout là, genre même pour vendre des affaires, tu sais, c'est comme étudier le Ouais. comportement la prédiction des comportements, ça peut s'appliquer à quasiment tout là. Oui. Ouais. Oui, puis c'est quelque chose qui est intéressant, tu sais, si on ramène à passion qu'on a, une passion commune qu'on a pour les RTS, si on parle d'être capable de prédire les comportements en situation de stress, Mhm. hey, ça peut te donner un gros avantage. Mhm. Fait que, tu sais,
c'est pour le fun, right? J'ai arrêté d'étudier il y a longtemps pour par besoin, puis là, je suis rendu au stade où j'aime ça, puis je fais ça pour le fun. Mm. Mais ça a l'air quelque chose qui a l'air vraiment cool à connaître. là. Mhm. Yep. Nice. Ouais, bah, for sure, bonne chance avec ça. Moi, je suis en train, enfin, des gens qui aiment aller à l'école. Moi, j'aime ça, genre, continuellement, genre... Je sais pas si je veux faire un autre deck ou un autre à l'université puis faire un autre bac, mais je sais que je vais être à l'école aussi pour pas mal longtemps. Puis moi, j'adore apprendre les langues aussi. Genre, moi, j'étudie l'espagnol pas mal tous les jours, puis après ça, je me suis dit dans à peu près genre 2022, probablement quand je serai assez genre fluent genre en espagnol, je vais essayer de faire le japonais, puis après ça je vais peut-être aller à l'école en d'autres choses ou je sais pas. Ça fait que je suis un gros fan des gens qui arrêtent pas d'apprendre. Je trouve ça vraiment nice. Ma soeur a fait quelque chose de peut-être similaire à ce que tu sembles vouloir faire. Elle, dans le fond, ce qu'elle s'est donné comme objectif, c'est avant d'avoir le droit d'aller dans un pays, elle apprenait la langue. Oh ouais. Tu sais, Yeah. Je sais pas pour toi, mais nous, on vient pas d'une famille qui voyage à toutes les 3 semaines ou les 6 mois comme certains de mes amis. Là. Mm. Nous, c'est genre, tranquille, un voyage par année, peut-être un voyage sur 2 ans. Mhm. Puis elle, ce qu'elle fait, ça prend des certificats de fin de semaine en langue sur le Mm. pays qu'elle va. Mm. Fait qu'elle a appris l'arabe, le russe, Ouf. le grec, Damn. l'allemand Mhm. et est en train d'apprendre le japonais de même. Mm. Damn, that's nice. Mais en fait, c'est similaire justement à ce que je voulais voir parce que moi, éventuellement, j'aimerais ça aller en Espagne justement pour étudier comme parce que moi, je suis en construction de guitare en ce moment, d'instruments. Ça fait que j'aimerais ça aller là-bas justement, puis capable d'en apprendre plus là-dessus. Puis je sais pas trop combien de temps j'aimerais ça rester en Espagne, mais j'aimerais ça justement apprendre l'espagnol avec ça aussi. Ah, Ça serait bien faire nice. une immersion, puis aller vivre là-bas, pas juste voyager, for mais sure. apprendre la culture locale, pas la Oh, yeah. culture internationale Ouais. du pays. Puis ça peut être une superbe expérience, là, vraiment. Yeah, 100%, for sure. En plus, mon ami, lui, qui a fini son... Je pense qu'il a fini son bac en... Attends, il a fini son bac au Japon? Non, il a fait un stage au Japon, genre, puis je pense en une couple de mois, il y a genre 4 mois ou 6 mois pour se préparer, genre, puis il est allé là-bas. Puis là, il est revenu du Japon, puis il est pas mal fluent. Genre, il y a une blonde japonaise, genre, puis il lui parle en japonais tout le temps. Je suis en mode, Ah, c'était donc bien cool. yeah. Ça fait Sincèrement, que- c'est vraiment nice. yeah, C'est vraiment c'est nice. sûr que être là-bas, ça va complètement polir, genre, ta maîtrise de la langue, là, parce que, tu sais, tu peux apprendre en théorie et tout, mais dès que tu vis là-bas, littéralement 2 mois après, c'est là où tu polis vraiment comment bien parler cette langue-là. Mais ouais. c'est Ah, pas ça. totalement. Gros fan de Totalement. ça. J'ai vécu similaire. Quand j'ai jamais été capable de parler anglais avec l'école. L'école a jamais réussi à m'apprendre l'anglais. Puis, tu sais, les jeux vidéo me l'ont appris Ah ouais. un peu, là, mais tu sais, comme Options, Game Start, puis Game Over, là, c'est pas mal, c'est pas mal ça que t'apprends, hein, les jeux vidéo. Yeah. Puis, une année pour l'école, il a fallu que j'aille 3 semaines à Toronto. Hmm. Puis, ça a beau être au Canada, il n'y a pas un chat qui parle français là-bas. Ah non, pas vraiment. Non. Fait que, tu sais, t'arrives chez McDo, puis même un cheeseburger, si tu te dis pas avec le bon accent, il te comprend pas. Ouais. Fait que, il a fallu que j'apprenne l'anglais on the spot la première journée. Hmm. Puis là, le monde me faisait répéter comme 50 fois parce que j'avais pas le bon accent. Puis on dirait que, genre, tu sais, l'accent, des fois, là, même tu parles à un Français de France, puis il te parle en français, tu comprends pas un mot de ce qu'il dit. Ben, on dirait que c'est le même phénomène que j'avais là-bas. Fait que c'est là que t'apprends, tu sais. En dans 2-3 jours, soudainement, t'as appris plus de cette langue-là que t'en as appris au courant des 6 derniers mois, là. Yeah, for sure. C'est sûr que l'immersion, c'est une grosse affaire. C'est qu'en fait, Oui. tu pourrais quasiment le comparer justement je veux pas, c'est un weird détour, là, mais comme, tu pourrais quasiment justement le remettre au Team House de StarCraft, comme. Genre, littéralement, tu vis là-dedans. C'est comme, tu vas tellement t'améliorer vite que ça va être pas mal Ouais. comparable, mettons, genre. Yeah. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, ben, moi, j'ai besoin d'aller manger éventuellement. Donc, C'est une bonne idée, ça. ça va être ça. Donc, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Super apprécié. J'espère te revoir. On fera peut-être éventuellement des team games, des 3v3 maximum, comme tu le sais. Et puis, ouais, c'est vraiment ça.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Vraiment, c'était une super belle expérience. C'était vraiment le fun. J'écoutais ceux que tu as fait avec les autres. Puis j'étais comme, comment je vais faire? C'était tellement cool, mais tu rends ça tellement facile. C'était vraiment super ouais, intéressant. merci C'était beaucoup. vraiment Merci super beaucoup. agréable. Parlant, Puis évidemment, je veux dire, parlant de ça c'est toujours le super bienvenu. rapidement, parlant de ça super rapidement, est-ce que tu penses que Pitt irait sur le podcast ou il est trop. Il serait. Je sais pas, je pense lui demander, mais je suis pas sûr. Ben, essaye. Why not? Pitt, c'est un grand nonchalant, super joyeux, puis bien heureux d'être avec Ouais, tout le monde. Hein. Fait excellent. que je pense que son esprit est juste sympathique, me fait dire oui. De l'autre côté, le gars, il est peut-être un petit peu plus réservé que certaines personnes. En Ouais. tout cas que moi, définitivement. Mais je pense que sa nature sympathique va prendre le dessus, puis il va Nice. dire oui. Là. Ouais, ça, j'essaie des fois de faire des mini-duos. Genre, l'épisode 2 et 3, c'est les deux Alexandre, un petit peu de la scène. Épisode genre 21-22, c'était Serge Postigo puis son ami Petit Chemin Bleu, genre. Fait que là, je me disais, tu sais, je vais peut-être faire le Freak Pit combo ici, genre, ce serait pas mal nice. Ça serait un bon combo. Ça serait un bon combo. Ouais, Nat. Surtout qu'on est rendu. Là, c'était comme un running gag, là, 2-3 saisons, de comme, oh, juste 200-300 games par saison. Mais là, saison passée, on a atteint 800 ensemble. Puis là, on est en mi-saison, puis on frôle déjà le 400 games ensemble. Oh my god. Fait que Insane. on apprécie un petit peu. Ben, tu sais, on est chanceux. Hein, on a des styles de jeu extrêmement compatibles. Mm. Puis des points de vue très différents. Ben, pas tant différents, mais je te dirais autant que deux personnes avec la compréhension qu'on a peuvent être différentes, qu'on est différent. Fait que on s'entraide énormément là, au niveau de la progression. Là. Je veux dire, souvent quand on regarde quelque chose, on regarde le même jeu et on n'est pas d'accord. Mais on est capable de discuter au travers de tout ça. Puis c'est là qu'on réussit à s'améliorer, à apprendre. Puis ça va chercher notre petit côté geek du genre theory crafting de genre, mais si. Ouais, mais Theory Crafting à deux, c'est la meilleure affaire. Genre, au secondaire, j'avais justement un de mes amis, littéralement, c'est juste Theory Crafting. Les deux, on était gold, mais on adorait ça anyway. Genre, c'est oui. You know. Mais ouais, c'est vraiment ça. Alright, merci beaucoup, Frank, d'être passé. Super apprécié. Puis, on se Un revoit grand bientôt. plaisir. Alright, ciao, ciao. Yes! Ciao.